Bonjour à tous et nous voilà de nouveau réunis pour une nouvelle émission de Face à Face. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Audric Werth. Bonjour Audric. Bonjour Sylvano. Enchanté de te retrouver. Ben oui. Alors Audric, dans le triptyque que l'on a fait avec Émeric Blanc sur les sons, la matrice sonore, avec Renaud Ruhlmann sur la matrice des fréquences, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin avec Audric, qui va nous présenter deux instruments que peut-être vous ne connaissez pas, mais que vous allez voir sont très très anciens, voire les plus anciens sur la Terre. Et une image, une vidéo vaut mieux qu'un long discours. Je vais vous passer une petite vidéo de Audric en train de jouer de l'orbe et de la ronde. Et on revient tout de suite après. Voilà Audric, on t'a vu manier avec maestria ces deux instruments. Alors qu'est-ce que c'est? On commence par quoi? Donc on va commencer par l'orbe. Alors l'orbe, c'est celui-là sur ta droite avec la boule, les boules. C'est ça. Alors, j'ai un petit exemple ici, mais je pense qu'il serait plus préférable, dans un premier temps, de parler du rond. D'accord. Excuse-moi hein, Sylvano, mais à savoir que l'orbe est assez particulier, puisque c'est une création, mais qui est liée à différentes analogies à travers le monde. Donc, étant donné qu'il faut voir ceci comme un arbre, on a la souche,
qui est la base des objets qu'on peut trouver à travers certains pays. Et il y a des branches, des ramifications qui se baladent un petit peu, qui ont créé des nouvelles conceptions, des nouvelles créations, des nouveaux objets. Mais on peut toujours essayer un petit peu de revenir. On arrive toujours à trouver des corrélations et nous permettre de revenir. Et en fait, l'orbe est né un petit peu de ce principe-là. C'est-à-dire que je vais essayer, d'après différentes corrélations, de retourner un objet principal. Alors d'abord, toi, on ne te connaît pas. Si tu veux te présenter un petit peu, et surtout, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ces deux objets qui sont pour la plupart des gens totalement inconnus? Alors, en fait, j'ai un petit parcours un petit peu assez atypique, on va dire. J'ai eu, quand j'étais gamin, j'étais fan, comme l'a si bien dit Renaud, il y a peu de temps, et puis comme la plupart des gens qui s'intéressent un petit peu aux anciennes civilisations, on a tous été un petit peu bercés par les mystérieuses cités d'or, les mondes engloutis, tous ces dessins animés de notre enfance, qui ont mis un petit peu de magie dans nos esprits et dans nos imaginations. Et donc, plus tard, les études venaient, etc. Je me suis un petit peu. Je suis passé par un diplôme d'électronique. Ensuite, je suis parti en architecture. J'ai un diplôme de collaborateur architecte. Ensuite, j'ai fait une partie en paysagisme et je me suis recentré sur du design de produits. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal vogué, mais au final, je me rends pas mal compte avec le temps que tous ces éléments, tous ces parcours sont complémentaires et qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Surtout l'architecture, l'électronique pour le design, bien entendu. Et ça m'a amené à différentes compréhensions des objets qui nous entourent. Des choses très simples, qui peuvent paraître très très simples, mais en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on les complexifie inutilement. Pour exemple, le marteau, par exemple, le manche du marteau, où aujourd'hui, on trouve des centaines de sortes de marteaux avec des manches en élastomère, en caoutchouc, etc. Alors que nos ancêtres ne s'embêtaient pas à mettre parfois des lanières de cuir, c'est ce qu'ils pouvaient utiliser, ils laissaient le manche en bois brut. Et à titre d'exemple, il est, pour expérience, parce que je suis quelqu'un qui est très manuel, pour expérience, je préfère largement un bois brut sur le manche d'un marteau, tout autre outil, plutôt que des manches avec des caoutchoucs, des silicones. Pour la simple raison, c'est que je pense qu'ils avaient très très bien compris ça à l'époque, c'est qu'en fait, avec des manches silicone, on a une accroche de la peau et on fait des irritations sous-cutanées, ce qui nous fait des ampoules. Parce qu'en fait, la paume de la main reste fixe sur le manche. Il ne bouge pas. Donc, c'est tout un travail sous-cutané de mouvement de la peau qui crée ces frottements et qui crée ces ampoules. Un manche en bois, lui, il va glisser tranquillement. Donc, en fait, c'est des choses qu'on perd petit à petit, qu'on essaye d'ancrer un petit peu, malheureusement, avec l'industrialisation, le commerce, essayer de trouver des nouveautés qui sont parfois complètement inutiles et qui vont contre le bien en fait, des personnes, ni plus ni moins, parce qu'avec un manche actuel, on se blesse plus qu'autre chose. Et donc, partant de là, de mon intérêt pour justement les anciens objets, voir comment ils les concevaient, pourquoi ils les créaient comme ceci. Parce qu'en tant que designer, mon but, c'est de se rapprocher un petit peu vraiment de créer des objets qui sont en parfait accord avec le corps, avec l'esprit qu'on veut lui donner, qui soient parfaitement lisibles. Le design, c'est quelque chose d'assez, malgré tout, complexe, puisqu'on doit regrouper pas mal d'éléments, que ce soit aussi de l'industrialisation, de l'écologie, de l'économie, etc., pour créer un objet. Et en m'intéressant un petit peu à ça, je me suis souvenu de pas mal de choses que je voyais quand j'étais enfant. À titre d'exemple, je ne sais pas si tu te souviens du film Crocodile Dundee. Ah, Crocodile Dundee, c'est un film qui m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Oui, il est assez formidable. Et quand j'étais gamin, je m'intéressais énormément. Du moment où je voyais un truc qui me passionnait, que ce soit l'astronomie, que ce soit la paléontologie, j'ai toujours été passionné par ces sciences-là. Et quand j'ai vu, je vais avoir 12 ans, 13 ans, quand j'ai vu le film, j'ai vu cet objet vraiment intriguant qu'à un moment, s'amuse à faire tourner pour communiquer, pour rappeler un petit peu à l'aide aux tribus aborigènes qui l'entourent. Et je me suis un petit peu penché, et c'est vrai que dans beaucoup de manuels, on se rend compte que c'est très vieux instrument aborigène.
Et dans d'autres manuels d'archéologie et autres, dans les bibliothèques, en fait, je m'étais rendu compte que c'était un instrument qui n'était pas propre à l'Australie. C'est un instrument qui, en fait, on retrouve partout dans le monde. Il y a des manuels qui disent qu'on le trouve en Amérique du Sud, il y en a d'autres qui disent qu'on le trouve en Chine, en Polynésie, vraiment en Europe, puisque les Celtes l'utilisaient aussi. Et en France, on l'appelle rhombe. Aujourd'hui, il porte différents noms un peu partout. Et c'est un petit peu tout ça, ça m'a ramené un peu à tous ces éléments. C'est tout ça qui m'a amené vraiment à m'intéresser, à prendre passion des anciennes civilisations, des analogies qu'on puisse trouver dans le monde. Parce que pour moi, c'était incohérent que des objets aussi vieux, qui ont plus de 30 000 ans, puissent se retrouver partout dans le monde. Surtout quand on connaît un peu les conventions actuelles. Alors, c'est dingue parce que, en fait, la première fois que j'ai vu ta vidéo, là, en train de manier, l'orbe et le rhombe, la première chose que je t'ai dit, c'est ça te fait penser au film Crocodile Dundee quand il est dans le désert australien et qu'il appelle ses copains aborigènes. Tu m'as dit, bah oui, c'est tout à fait ça, quoi. Et moi aussi, hein, j'avais été frappé par cette simplicité d'utilisation là, en plein désert. Bah, évidemment, même aujourd'hui, mis à part avoir un GPS, un GSM, GPS satellite, tu peux pas communiquer. J'avais vraiment l'impression que ça portait très loin. Ça m'avait aussi intrigué, mais je n'ai pas eu tu vois, t'as une intelligence d'esprit d'aller fouiller plus loin. Et bravo à toi pour ça. Je suis curieux de nature. Je suis un très grand curieux de nature et je m'intéresse vraiment à tout. Donc, du moment où j'ai une petite interrogation, il faut que je fouille. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas la chance d'avoir Internet suffisamment répandu avec autant d'informations à disponibilité. Et il fallait se déplacer, il fallait aller dans les bibliothèques, il fallait fouiner dans les ouvrages, les livres qu'on pouvait avoir à disposition. Parce que nos bibliothèques, elles ne regorgent pas de tous les livres existants. Il y a certains éléments qui m'ont mis la puce à l'oreille. Et alors, tu as trouvé que cet instrument-là était présent dans toutes les civilisations. C'est ça, c'est ça. C'est un instrument on pourrait aussi bien l'attribuer à l'Europe, aux Gaulois, aux Celtes, et même encore plus loin, puisque c'est un instrument qui date du néolithique, du paléolithique. C'est assez incroyable. Surtout que, en fait, le problème, c'est que ces fouilles, c'est un objet qu'on retrouve tout le temps. Il est vraiment partout. C'est vrai que les archéologues ont l'habitude d'en entasser dans les entrepôts, dans des centaines, puisque les plus anciens qu'on retrouve, évidemment, ils sont en os. Mais on en a aussi en pierre, on en retrouve aussi en métaux. Parce que malheureusement, le bois, qui est le matériau de prédilection de cet objet, il ne résiste pas au temps, aux affres du temps. C'est quelque chose qui est très putricible, qui ne soit pas dans un milieu fermé, dans une grotte ou une caverne recouvert assez rapidement. Il va se transformer pour nourrir la terre au fur et à mesure. Et au bout de 5-6 000 ans, on n'en retrouve plus les traces. Donc c'est vrai qu'on a des ossements, des choses comme ça. Aussi bien en Amazonie. On retrouve, c'est simple. À titre d'exemple, Bax, qui est un ethnomusicologue néerlandais, a référencé approximativement, et c'est non exhaustif, 533 ethnies à travers le monde qui utilisent, et donc certaines utilisent encore, le rhombe pour communiquer. C'est tout simplement incroyable. Et les archéologues, quand ils trouvent ça, qu'est-ce qu'ils en font? Ils les entassent, tu as dit, ils s'y intéressent pas du tout. C'est quand même un élément commun des civilisations qui est quand même assez spectaculaire et qui n'est pas connu. Tout à fait, c'est sûr. Et étant donné qu'on le retrouve partout, à la limite, on sait que normalement, dans les conventions, on dit que les peuples d'Asie ont conquis par le haut l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, etc. Et que l'Europe, donc tous les peuples d'Europe, viennent un peu du bas, de tout ce qui est Afrique, etc. Mais ça n'empêche pas qu'avant tous ces points de communication, on trouve encore des objets qui datent d'avant ces contacts. Et c'est étrange de voir
la même utilisation, l'objet avec le même principe de fonctionnement, puisque c'est de la thermoaérodynamique, c'est un aérophone qui va permettre de créer une vibration en tournant dans l'air par deux mouvements. Il faut le faire tourner sur lui-même dans un premier temps. Je vais te montrer, ça va être beaucoup plus simple. J'en ai un qui n'est pas loin. Hop. Pour qu'un rond puisse émettre un son, je ne sais pas si on le voit correctement à l'écran. Pour qu'un rhombe puisse émettre un son, il faut qu'il tourne à la fois comme ceci. Donc il faut le lancer dans un premier temps et ensuite le faire tourner autour de soi. Et ça permet à l'air d'être frappé, d'être mis en vibration, et on crée ce qu'on appelle le vrombissement du rhombe, qui est d'ailleurs la sonorité est sympathique parce qu'on l'utilise encore dans le répertoire commun, hein, de dire une voiture vrombie, une moto vrombie. Et à croire que c'est un mot qui est vraiment issu de cette origine-là et qui s'est transmis malgré tout, malgré l'oubli, parce que c'est un objet qui a été un petit peu oublié, mis à part par les personnes qui s'intéressent à l'archéologie. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens à qui je fais entendre ce son lors des marchés, des petites rencontres comme ça, festives, le premier élément qu'ils me disent, c'est « je croyais que j'avais entendu une moto démarrer, une voiture démarrer ». C'est tout à fait caractéristique. Et ce terme de vrombissement est encore utilisé aujourd'hui pour dire une moto vrombie ou le vrombissement du moteur d'une voiture, etc. C'est fou ça. Mais alors les archéologues, qu'est-ce qu'ils disent? Pour eux, c'est classé de toute manière, c'est un rhombe. C'est un rhombe, c'est un objet sonore. Et par contre, ils s'entendent sur certains points, qui est intéressant, grâce à des pétroglyphes qu'ils retrouvent ou des peintures rupestres, c'est qu'ils ont tous quasiment eu la même signification en plus du même fonctionnement. C'est-à-dire que pour nos ancêtres, que ce soit en Amazonie, que ce soit en Polynésie, etc., en fait, le rhombe est un objet de communication, mais avec le monde des esprits. C'est un objet qui est lié au chamanisme. L'état premier de cet objet, de ce qu'on en connaît, parce qu'il y a encore beaucoup de découvertes à faire, cet objet était représenté d'après les légendes de chaque pays comme étant la voix des dieux, la voix des esprits. Et ça leur permettait d'entrer en communication avec d'autres dimensions. Ah, ça c'est vachement intéressant ça. Mais question, est-ce qu'on a déjà trouvé des rhombes, parce que comme la surface est quand même assez grande, est-ce qu'on a déjà trouvé des rhombes avec des écritures dessus? Des écritures, on en a déjà trouvé, mais plutôt récentes, donc connues. Généralement, les rhombes, oui, ont beaucoup de représentations, des lignes, par exemple, c'est les Indiens Hopi. Je trouve intéressant le rhombe des Indiens Hopi, puisque la partie qui relie la corne a une coupe assez particulière, puisque c'est la moitié de la croix andine. Et donc dans ces représentations, mais quand tu dis que vraiment tous les pays, c'est-à-dire que même dans l'ancien Sumer, en Égypte, on a trouvé des rhombes. Ah oui, il y a des rhombes qui ont été référencés en Égypte, l'Égypte des pharaons. Il me semble même, on va dire de bêtises, mais il me semble même qu'on a retrouvé certains rhombes dans les tombeaux de pharaons. Parce que c'était un des objets les plus sacrés pour nos ancêtres. Il y avait que, pour beaucoup de pays et beaucoup d'ethnies, seules les personnes de très haut rang avaient le droit de l'utiliser. Ça va même jusqu'à, encore aujourd'hui, il y a en Amazonie, une femme n'a pas le droit ni de voir, n'a pas le droit de voir ni de toucher un rhombe. Pourquoi ça? Alors, là, pour être honnête, c'est pour ça que j'aimerais vraiment pouvoir voyager, aller discuter avec certaines ethnies, parce que c'est vraiment des éléments qui sont très, très particuliers. L'explication est que, étant donné que les personnes de haut rang étaient la plupart du temps masculines, que c'était eux qui avaient les clés du savoir, qui étaient les érudits, par le chamanisme ou autre, ils se transmettaient, ils prenaient un élève, ils transmettaient un petit peu le savoir.
pense que peut-être que l'homme de l'époque avait peur peut-être des capacités d'intelligence, de comprendre certaines choses de la femme. D'accord. Est-ce que si c'est vieux que ça, et que d'après les légendes, on est issu d'une société matriarcale où la femme dominait l'homme, Après, ça, c'est des dogmes qui peuvent être arrivés bien après les origines. Ça, à titre d'exemple, c'est des transmissions orales dans certaines ethnies amazoniennes, je ne sais plus quels autres pays, mais rien ne peut dire que c'est transmis depuis 4000, 5000 ans avant Jésus-Christ, à titre d'exemple. Depuis les origines des rhombes. Parce que vous savez que plus de 30 000 ans les rhombes, ça fait quand même un sacré laps de temps. Et on sait très bien qu'en règle générale, lorsque des religions s'installent, elles aiment s'approprier et créer de nouvelles lois sur certains fondements. Et moi, je suis toujours stupéfait que cet instrument est retrouvé partout dans le monde. C'est un truc, c'est quand même assez extraordinaire, quoi. Je veux dire, vraiment, je vois quelque chose là sur quelque chose de pas commun, parce que effectivement, c'est du, tu vois, plein de nouveautés ne sont jamais apparues en même temps dans le monde, partout dans le monde. Sauf récemment, bon, évidemment, celui qui a inventé la roue, mais ça a été beaucoup plus tard. Mais là, on parle d'un instrument, quoi. C'est tellement ancien qu'il doit avoir effectivement une signification qui peut être que ésotérique, ça c'est sûr et certain, quoi. Après, les générations suivantes ont adapté un petit peu cet objet. Malgré la transmission, on se rend compte qu'il y a une perte orale un petit peu de certains éléments, parce que dans certaines régions, on peut trouver des pétroglyphes reliant les rhombes à des séances de chamanisme spirituel, etc. Et pourtant, les peuples qui en descendent, qui découlent un petit peu de ces origines, eux l'utilisent soit pour faire peur à des animaux, donc en protection, ou alors comme moyen de communication entre villages. À titre d'exemple, les Celtes faisaient tourner les rhombes dans les vallées, dans les plaines, pour annoncer des cérémonies, des rituels à venir dans les lieux sacrés. Mais quand tu dis faire peur aux animaux, c'est parce qu'ils ont remarqué peut-être par la suite que certains sons, certaines fréquences créées par les rhombes effrayaient les animaux, comme en ce moment t'as des ultrasons contre les souris, des ultrasons contre certains animaux, quoi. Ah oui, c'est tout à fait ça. Je sais qu'un rhombe, les chiens ont un peu de mal. Les chats, on n'en parle même pas, ils se sauvent tout de suite. Donc, c'est un objet qui est très, très puissant. Le son d'un rhombe peut porter à plusieurs kilomètres. Ah bah oui, non, mais c'est sûr, ça peut s'entendre très loin, ça. Surtout s'il y a du vent, je pense. Ah oui, quand il y a du vent, alors là, le son est emmené. Disons que quoi de mieux que l'air pour transporter un son qui a été créé par l'air. Évidemment. Et tu dis qu'on a trouvé des rhombes en os. Oui, les premiers, ceux qu'on retrouve, les plus anciens, sont en ossement, la plupart du temps. Et tu as déjà eu en main, il y a une différence entre le son qui est produit entre un rhombe en os, un rhombe en pierre, un rhombe en bois, ça fait des différences fondamentales? Pas fondamental. Il y a des légères différences. C'est plutôt disons qu'il n'y a pas de résonance, comme une caisse de résonance liée à une guitare, où là, la vibration va être amplifiée par cette cavité et créer vraiment des timbres différents. Le rhombe, lui, va plutôt jouer le rôle de marteau sur l'air. Et il va y avoir des petites différences suivant les formes, suivant la géométrie. On va avoir un rhombe qui va accélérer beaucoup plus vite. Parce que plus il va tourner vite sur lui-même, plus il va monter dans des fréquences très aiguës. Mais il n'y a pas réellement de différence notable sur l'utilisation de différents matériaux. On en a quelques-unes. Par exemple, un bois qui est très dur va sonner beaucoup mieux qu'un bois qui est beaucoup plus souple. Mais question entre Francisou, là, puisque tu dis que tu émets une hypothèse sur la communication vers un monde invisible. Toi, quand tu utilises des rhombes, là, on a vu par exemple, tu utilises aussi la nuit, tu vois des manifestations, tu
déjà amusé à inviter des amis, si tu as des amis médiums, pour voir s'il y avait une arrivée massive d'entités de l'au-delà? Ah, malheureusement, non, mais c'est vraiment des expériences que j'aimerais tenter. Pouvoir, et d'ailleurs, je remercie vraiment Renaud Ruhlmann, qui est depuis quelques années. J'aimerais vraiment rencontrer des personnes telles que Émeric Blanc, qui est passé il y a peu sur ta chaîne, qui est aussi un ami de Renaud, pour pouvoir avoir des avis vraiment, des expériences, et essayer d'aller vraiment le plus profond possible vers ces instruments-là, vers les origines de ces instruments-là. Ben écoute, Renaud, suite au passage d'Emeric, est passé sur Face à Face et puis il a été rencontré Emeric chez lui. Donc ben voilà, l'invitation est lancée entre toi et Emeric Blanc. Et puis même Renaud, allez-y à trois là, faites-nous faites-nous un truc là. Et puis je vous invite tous les trois en face à face. Ça va être un grand, grand, grand moment. Possible. Et toi, ton sentiment à toi, c'est quoi? Parce que là, tu nous as donné un petit peu toutes les hypothèses et théories émises des autres. Toi, t'en penses quoi, toi, ton intrinsèque à toi? Alors, mon intrinsèque à moi, au fur et à mesure des recherches que j'ai faites au cours des années, puisque je me suis vraiment, vraiment lancé dans les recherches de civilisation, etc., il y a à peu près une dizaine d'années. Euh, et plus ça va de l'avant, de toute façon, plus on retrouve des analogies, vraiment des corrélations, que ce soit au niveau de l'architecture, bien entendu, puisque c'est un des domaines, entre guillemets, de l'architecture, de l'utilisation de la géométrie sacrée dans ces architectures. Mais quand on prend, ne serait-ce que sur la forme physique de ce qui nous apparaît, ce qui peut nous frapper aux yeux quand on prend, je ne sais pas, Ollantaytambo, Machu Picchu, Sacsayhuaman, etc., c'est les corrélations exactes qu'on a au niveau des formes géométriques de ces murs, qu'on appelle, qui est non officiel, mais on appelle ça les murs polygonaux, qui ont jusqu'à 13 faces, qui s'emboîtent parfaitement. On ne peut même pas mettre une feuille de papier. On retrouve la même chose, que ce soit en Égypte, et surtout sur l'île de Pâques, à titre d'exemple, ou alors même en Inde, on a des murs qui sont quasiment identiques en Inde. En Europe aussi, on en a, des murs en Italie, etc. Quand on voit ne serait-ce que ça, quand on arrive un petit peu à fouiller un petit peu plus en profondeur, comme par exemple des vases siffleurs, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Qu'est-ce que c'est que ces vases siffleurs? Les vases siffleurs, c'est des vases typiquement péruviens, en apparence, typiquement péruviens, ou alors où on a en fait deux récipients reliés par un tube central. On a deux récipients comme ceci. On a une entrée où on va verser l'eau et pouvoir souffler dedans. Et de l'autre côté, on a souvent une forme zoomorphique ou alors un personnage sculpté avec un petit trou. Et lorsqu'on incline et qu'on crée un mouvement de vase communicant, eh bien, en fait, la dépression d'air créée par le remplissage des vases va créer des sifflements aux notes qu'on recherche. Ou alors, on peut très bien souffler dedans. Et ça, c'est typiquement péruvien. Mais quand on fouille un petit peu plus en profondeur, comme par exemple, il y a une revue archéologique, c'est la Bible de l'égyptologie, qui a été publiée en 65, je ne vais pas dire de bêtises, en 65, où on se rend compte que Hans Hickman a référencé énormément de vases siffleurs en Égypte, mais de la période Nagara II, qui est une des premières périodes pharaoniques connues. Donc on se rend compte que malgré tous ces instruments, on les retrouve un peu partout. Je me demande si j'ai pas entendu, si j'avais pas lu ça, les vases siffleurs dans Powell's, dans le Matin des magiciens, je me demande s'il n'en parlait pas. Euh, mais tu sais, maintenant, aujourd'hui, bah, heureusement que tu dis 1965, parce qu'en archéologie, bah, c'est une science qui est soumise, comme toutes les autres sciences, à des dogmes. J'en discutais encore peu avec une amie bien spécialisée là-dedans, et qu'un archéologue, quand il fait une trouvaille aujourd'hui, soit qui n'a rien à faire au niveau datation à l'endroit où elle l'a trouvé, soit c'est un objet qui est trop en avance par rapport à la période à laquelle elle est censée avoir été référencée, les mettre de côté, quoi. Ils n'ont pas le droit d'en parler parce que sinon, c'est la lalie et puis ils perdent leur financement. Il faut bien comprendre, faire comprendre à tous
que l'archéologie d'aujourd'hui, c'est pas, ah, tiens, je vais fouiller, je vais faire une découverte et puis je vais faire une publication. Non, 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 non. C'est, je fais une découverte, je la soumets au dogme, et si j'ai le droit, je la publie. Sinon, non. Ah bah, le souci, c'est vrai qu'on se rend compte petit à petit que, bah, après, c'est pas comment ça fonctionne réellement là-haut quand on n'y est pas, mais c'est vrai que c'est un peu compréhensible, entre guillemets, de se dire, enfin, pas compréhensible pour le bien de la communication, pour le bien des découvertes et l'avancement des recherches dans ces domaines-là, mais de se dire que des personnes qui ont passé des demi-siècles entiers à faire valoir leur théorie, se faire chambouler tout ce qu'ils ont mis en place toute leur vie, c'est un peu compliqué et c'est vrai que on s'imagine que bah, ça peut être possible qu'ils n'en ont pas forcément envie, ils ont envie de tenir un petit peu plus longtemps en étant père fondateur de l'archéologie moderne. Est-ce que tu as déjà, parce qu'on parle de cet objet qui est partout, on discutait l'autre jour que les pyramides, il y en a aussi partout, hein, parce qu'il ne faut pas croire que les pyramides, il n'y en a qu'en Égypte, il y en a absolument partout dans le monde. D'ailleurs, l'Égypte, c'est même pas le pays qui en a le plus par rapport à d'autres. Et Renaud me disait que quand il avait été au Guatemala, qu'il avait été dans une pyramide, il avait fait ça et c'est un son d'un oiseau qui lui est revenu à la place du son du claquement dans les mains. Est-ce que tu aurais déjà utilisé ton rhombe dans une pyramide? Ah non, je n'ai malheureusement pas la chance de pouvoir voyager, de pouvoir je pense que tu dois douter un petit peu de ce que c'est. Du moment où on a un travail, on a une famille, une femme, des enfants, etc. C'est vrai que malgré les désirs profonds qu'on peut avoir pour nos passions, les enfants, ça passe quand même pas mal en avant. Donc, on lance un appel sur Face à Face. Si quelqu'un voyage et qui va aller dans une pyramide, Audric va lui prêter un rhombe à condition qu'il nous filme tout ça et qu'il rende le rhombe à la fin à Audric. Et ben, là-dessus, j'ai une très très bonne nouvelle. Ah. Une super nouvelle. J'ai eu la chance d'être mis en contact avec. D'ailleurs, je remercie énormément les personnes qui l'ont fait. Être mis en contact avec Damian, qui, je ne sais pas si tu connais un petit peu. Oui. Oui. Qui lui voyage énormément et il va avoir l'occasion de tester, j'espère qu'il aura le temps, je lui ai envoyé un rhombe et un orbe, et il va avoir l'occasion de tester un orbe dans les Barabar Caves en Inde, et de tester donc, ces instruments aussi au Pérou, etc. Ben, voilà, tu vois, ça c'est une nouvelle qui est géniale, mais tu l'as appris à le manipuler, pas qu'il se fracasse la tête, parce que en fait, j'ai pensé à toi quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, purée, c'est quand même un peu dangereux ce truc, tu te rates ton coup, là, il y a quelqu'un qui t'appelle, tu peux avoir la tête complètement tranchée, là. Tranché, non. Bien, Non. et oui, parce que c'est quand même un bois qui est très dur. Celui que je fais tourner dans la vidéo, c'est un bois de rose qui est assez costaud, qui est un bois amazonien, de la forêt amazonienne. Et c'est vrai que je conseille à personne de se prendre un coup de rhombe parce que ça peut faire des gros, gros dégâts. Oui, je m'en doute, je m'en doute. En tout cas, c'est passionnant, on attendra ça avec plaisir, et puis tu nous donneras le résultat, tu reviendras avec la vidéo de Damian, voir un petit peu ce que ça peut donner dans ce son. J'espère que ça ouvre pas des portes dans le bas astral et qu'il se fasse complètement avaler par des... J'essaierai de lui dire d'éviter de le faire près de la porte d'Ayumarka, on ne sait jamais. C'est extraordinaire. En tout cas, c'était vraiment une fantastique découverte. Et alors, l'orbe, lui, maintenant? Bah, l'orbe, lui, c'est justement cette envie de créer un objet qui aurait pu être créé par nos ancêtres, donc qui aurait pu être à l'origine de tout. Donc je suis parti d'une perte de savoir-faire, qu'on constate un petit peu partout. Donc c'est-à-dire que bah, plus les générations passent, plus on a la sensation qu'il y a des savoirs qui sont confiés à des érudits, qui vont se transmettre à des élèves, mais qui ne feront pas profiter qui ne font pas profiter à la masse. Et bah, parfois, ces savoirs peuvent être perdus. Il suffit qu'il y en ait un qui malheureusement décède un peu plus tôt et n'a pas eu le temps de transmettre tout ce qu'il a appris.
de son prédécesseur, eh ben, on a des pertes. Et c'est vrai que tous ces éléments, que ce soit par exemple les ocarinas, parce qu'on retrouve quasiment le même type d'instrument au Congo, et au Népal. Ocarina, c'est quoi ça? Alors l'ocarina, c'est un petit instrument en terre cuite. C'est un instrument en terre cuite, mais il y en a de toutes les tailles. Et les plus anciens qu'on retrouve ont parfois 1 à 2 notes à tout casser. Ce qui est étrange quand on se rend compte que lors des fouilles archéologiques, lorsqu'on trouve des tombes, il peut y avoir des ocarinas, des instruments de musique, des effigies, un petit peu d'objets du vivant de la personne qui est déposé avec lui dans les tombes. Et on peut parfois retrouver des petits ocarinas qui vont siffler 1 à 2 notes. Donc, c'est une cavité en terre cuite avec 2 trous et un trou principal où on va souffler dedans avec un petit sifflet pour couper l'air au passage et créer une vibration. Mais on retrouve aussi des flûtes, à titre d'exemple, des flûtes qui, elles, ont 18 notes, 12 notes, etc. Donc, qui s'amusaient à avoir à la fois un objet qui crée un son, voire 2, à tout casser, et un objet qui, lui permettait de créer de la musique. Vraiment de créer des enchaînements de notes, plutôt de l'amusement lié au ludique, à l'amusement, vraiment au plaisir de créer des chansons. Et en fait, ces objets, on se rend compte que c'était des objets ni plus ni moins que de rituels pour aider à rentrer en transe, etc. Et on retrouve quasiment les mêmes au Népal et au Congo. C'est des objets qui vont faire une seule note, voire 2. Ensuite, il y a ce principe donc, de musicologie, de musicothérapie, de sonothérapie, même qu'on retrouve chez énormément de civilisations, que ce soit chez les Égyptiens, que ce soit au Népal avec les bols tibétains, etc. Donc des fréquences qui sont vraiment liées au bien-être de la personne, soignées par la musique, par les sons, la vibration. Et tous ces éléments mis ensemble, il y a un petit travail de recherche, d'adaptation, d'essayer de revenir en arrière, de dire celui-là, qu'est-ce qu'il pouvait être, comment il pouvait être fait avant, on va simplifier l'élément, etc. On va repartir sur des instruments qui étaient utilisés à l'époque. Et au final, de recherche en recherche, eh bien, on a créé ce petit objet donc, qui allie à la fois tous les principes des civilisations anciennes. Je ne sais pas si tu le vois très Je le vois bien. Il y a 2 trous, c'est ça? C'est ça. Il y a 2 trous. Et c'est une coque qui est. Oui, c'est une coque, moi, c'est une sphère qui est entièrement creuse. Ah oui? Elle est extrêmement légère. Celle-là, elle doit faire un peu plus de 10 grammes. En tout cas, c'est 10-12 grammes. Elle est en bois? Ça, c'est du chêne. Celui-ci est du chêne. Mais comment ils faisaient pour sculpter ça à l'époque? Ah bah disons que j'ai réussi à en faire une à la main. Ah bon? Sans utiliser n'importe quel outil, juste en grattant, etc. Donc ce serait largement réalisable pour eux de créer ceci. D'accord. Et de ça, on n'en a trouvé que en bois, par contre. Ah non, ça c'est une créa. C'est-à-dire que c'est vraiment un retour aux sources. D'accord. Mais ceux qu'on a trouvés, les anciens, on les trouvait comme le rhombe, en os, en pierre ou tout, ou pas, ou qu'en bois? Ah, les espèces de petits sifflets qu'on retrouve, on en a retrouvé en os, on en a retrouvé en terre cuite, mais c'était les sifflets qui faisaient des notes graves, assez graves par rapport à ce qu'on peut trouver actuellement. C'est vraiment Mais cet objet-là, il est dans sa conception, il est unique. Il a pas de référent particulier, sauf si on imagine que il va être décliné, évoluer, décliner vers quelque chose qui ne serait plus spirituel, mais qui serait vraiment à titre musical. D'accord. Et qu'est-ce que tu en fais de ça? Alors, ça, c'est vraiment un plaisir. Rien que le son qui est vraiment agréable. Et je ne cache pas que ça me déstresse. C'est déstressant au plus haut point. On a une fréquence qui est vraiment agréable. Et en plus, je peux créer plusieurs notes différentes. C'est-à-dire que je ne suis pas cantonné à une seule note. Donc, on peut créer un instrument gigantesque facilement, où chaque utilisateur pourrait avoir une seule note. Et justement, pouvoir même créer une musique entière avec juste des orgues.
Alors, tu dis que ça te déstresse, et puis tu parlais tout à l'heure des bols tibétains. Tu sais qu'il y a des personnes qui soignent au bol tibétain, notamment une amie m'a dit des bols tibétains, et puis elle en a des gros, des moyens, des tout petits, qui émettent des sons plus graves ou plus aigus. Et quand elle te passe le bol tibétain, une fois qu'elle a fait résonner sur tout le corps, tu sens tout ton corps vibrer, hein. C'est assez impressionnant. Et quand tu dis que toi, ça te déstresse, et que quand tu le joues pour des personnes, on va dire jouer, elles sentent la même chose. Alors, j'ai eu la première fois que j'ai présenté cet objet euh, dans les marchés, etc. Les personnes qui l'ont. J'ai une personne qui m'a surpris, mais alors après, ça fait extrêmement plaisir quand on voit ça. J'ai vu ses yeux quand je l'ai fait tourner pour la première fois, alors qu'à la base, elle s'intéressait vraiment aux rhombes. Elle m'a demandé c'était quoi, je lui ai fait écouter et j'ai vu ses yeux s'illuminer. Ça fait chaud au cœur, c'est incroyable. L'impression de voir retomber en enfance. Et lorsqu'elle a eu l'occasion, c'était une autre personne qui a eu l'occasion de l'utiliser elle-même, je lui ai fait utiliser dans une pièce avec de très bonnes réverbérations. Je crois qu'elle l'a fait tourner à peu près pendant 1 heure. Elle est restée toute seule pendant 1 heure à faire tourner l'objet. C'était superbe à voir. Mais tu vois, tu viens de trouver une nouvelle voie, là. Tu montes ton entreprise après-demain, et tu fabriques des orbes, et puis tu les vends, quoi. Ah bah ce serait un plaisir, ça c'est sûr, ce serait un plaisir. Attends, pour les gosses dans les cours d'école, t'imagines un peu, au lieu de jouer à leur truc à la con, là, les trucs qui tournent et qui font pas de bruit, maintenant c'est des. Enfin bref, hein, franchement, est-ce que ça coûte. Et quand tu le fais écouter à des musiciens professionnels, je pense que tu l'as déjà fait, qu'est-ce qu'ils disent? Ils adorent, ils adorent. C'est vrai que c'est ce qui fait le plus chaud au cœur, c'est vraiment de voir Parce que les traits du visage ne trompent pas. Et quand on voit à la première note léger sourire sur le côté, on se dit bon bah c'est que ça plaît vraiment. Et, euh, et j'aimerais pouvoir, c'est vrai, avancer vraiment, en créer plus, pouvoir contenter les gens avec pas mal de désirs, etc., avec cet objet, et pouvoir le faire évoluer. Parce que j'ai vraiment dans l'optique de pouvoir le faire évoluer, et j'ai des projets qui arrivent au fur et à mesure. Et une des concrétisations un petit peu de l'or, ce serait pouvoir le faire en cristal. Waouh! En cristal, on sait que le cristal, du moment où il est mis en vibration, il va créer une sonorité. Bah oui. Bah oui. Emmerich a une harpe en cristal, et bah, il ne manque plus que créer l'orbe en cristal, et puis vous faites un concert tous les deux. Ah, ce serait merveilleux. Juste pour le plaisir de l'écoute, etc. Parce que c'est vrai qu'en intérieur, dans une belle salle de résonance, comme on peut trouver par exemple les Égyptiens avaient l'habitude, ils savaient très très bien créer. Quand on voit la chambre du roi et puis ce long couloir juste avant, on a des résonances qui sont phénoménales. Euh, Cet objet dans une pièce comme ça, tu as pu l'entendre dans la salle commune, dans la vidéo, c'est impressionnant le nombre de sons qui reviennent. La déformation sonore, on a le son d'origine, mais on a des retours de différentes tonalités qui sont merveilleuses et fantastiques. Ouais, c'est sûr que pour tous ceux qui écoutent, le son MP4 ne retransmet pas ça là, en vidéo MP4. Donc, je pense qu'à vivre, ça doit être quand même ça doit être beaucoup plus impressionnant qu'en vidéo, bien sûr. C'est pour ça que c'est une chance que Demian puisse l'utiliser dans les Barabar Cave, qui est une des plus anciennes, enfin, les plus anciennes caves creusées d'Inde, où tu as des surfaces qui sont impressionnantes. Elles sont littéralement polymiroirs. Tu te vois dedans. Euh, Tu passes la main, tu vois le reflet de la main avec la lumière, et les sonorités sont assez incroyables. Dans des salles de ce genre-là, tu as même des fois du mal à t'exprimer et à discuter avec les autres personnes, tellement ta voix se mélange à l'écho, au retour euh, de cette réverbération contre les parois. Elle se mélange à ta voix et c'est même très difficile de comprendre les autres. Et cet objet-là, dans ces caves, c'est fantastique de pouvoir faire essayer ça. Oui, mais toi, tu l'as déjà essayé dans des caves, parce que je sais pas moi, dans des caves, il y a aussi en France de très très vieilles caves où la sonorité doit être assez intéressante, ou bien dans une église, tu as déjà essayé? Ou dans une cathédrale? Dans une grotte,
Dans une quoi? J'ai la chance d'avoir un sol karst. On a une région avec des sols karstiques qui ont beaucoup de cavités. On a à la fois la grotte du château de la Roche à proximité du côté de Saint-Hippolyte, la grotte de Réclair, on a les grottes de Seine, on a vraiment toutes sortes de grottes. Et la grotte du château de la Roche a une particularité, c'est qu'elle est, à la base, c'était un château qui recouvrait la paroi de cette grotte. On pense qu'elle a été un petit peu aménagée et creusée, mais on peut descendre avec des escaliers, très vieux escaliers, très profonds. Et il y a plus d'1 kilomètre de galerie. Et j'ai eu la chance de le faire sonner. Il y a un petit lit de rivière qui passe sous tes pieds. Tu le fais sonner dedans, c'est magnifique. Il y a une espèce de jeu qui se crée entre les stalactites et puis cet objet qui est splendide. La prochaine fois, il faut que tu filmes. Hein. C'est compliqué parce que c'est très humide. Hein. Et sinon, ben, tu vas dans la Bourgogne toute proche de chez toi, là, et puis tu vas aller sonner dans les caves, des grands châteaux, là, à Vins. Si ça pourrait mettre quelque chose dans le vin, ce serait super. Ah, bah écoute, pourquoi pas? Mais c'est fantastique, ça. Et des instruments comme ça, autres que les... Parce qu'évidemment, tu t'es pas limité hors Bérombe. Tu as découvert d'autres instruments très anciens que tu es en train d'étudier, que tu n'as pas encore fini d'étudier? Ah oui, il y en a un petit paquet. Il y a vraiment un paquet d'instruments. Qu'est-ce qu'on a, c'est surtout là en ce moment, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est tout ce qui est pierre lithophonique. Qu'est-ce que c'est? Et les pierres lithophoniques, c'est des pierres extrêmement anciennes. C'est des espèces de petits rondins, des petits rondins de schiste, de rhyolite, c'est des sortes de pierres, qui en les frappant créent des sons de cloche. Et c'est une particularité, et c'est quelque chose qui est assez jeune, entre guillemets, dans la découverte. On a des exemples où on pensait que c'était les plus anciens instruments fabriqués en pierre, et on se rend compte petit à petit qu'en fait, c'est une connaissance qui date énormément, qui est très, 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 très ancienne. C'est Éric Gontier, qui est ethnominéralogiste, qui a fait un petit peu cette découverte, entre guillemets, lorsqu'il étudiait des pierres qui étaient classées comme pilons ou marteaux, des pierres sahariennes, qui viennent de peuples du Sahara, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient en fait des sonorités splendides, superbes, et qu'à l'utilisation en tant que marteau ou pilon, c'était impossible parce qu'ils étaient trop lourds et ça ne collait pas. Et quand ils se sont amusés à aligner toutes les pierres qu'ils avaient, eh ben, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des notes différentes, des fréquences différentes, et des sons superbes. Et on retrouve un petit peu plus tard des objets qui sont un peu liés à ça. Et tu dis que c'est des pierres que l'on frappe comme ça? Alors on les frappe avec des petits maillets. D'accord. Et des petits marteaux. Elles sont posées sur des espèces de pierres qui les surélèvent, du coussinet, en bout. Et en les frappant, il y a une vibration qui se crée. Et c'est une particularité qu'on retrouve, on commence à trouver dans tous les bâtiments. La majeure partie des bâtiments qui ont été construits par ce qu'on appelle un petit peu les bâtisseurs, ceux qui connaissaient le savoir, qui avaient cette capacité de créer des monuments qui nous surprennent encore. Et tu penses qu'il y a une corrélation entre la façon de bâtir et ces pierres? C'est-à-dire qu'ils utilisaient le son pour quelque chose, à ton avis? Alors, il y a différentes hypothèses possibles. Mais à titre d'exemple, pour ce qu'on en sait actuellement, il y a pas mal d'hypothèses qui sortent sur ce principe-là. Ne serait-ce qu'à Stonehenge. Stonehenge, qui a avant Jésus-Christ, où on a ces pierres dressées. Et on s'est rendu compte, la première théorie qui est arrivée, je crois que c'est en 2009, que je vérifie rapidement. En 2009, c'est, alors, comment il s'appelait? Stephen Waller. Stephen Waller, qui est acousticien, qui en fait a découvert que Stonehenge avait été bâti sur une illusion sonore. La disposition des pierres recréait parfaitement une illusion qu'il connaissait très bien, qu'il connaît très bien en tant qu'acousticien. À titre d'exemple, tu mets deux personnes qui jouent la flûte, qui jouent la même note, même hauteur, etc., même sonorité, et tu fais tourner des gens autour à l'aveuglette, mais tu leur bandes les yeux, mais tu leur demandes de tourner en cercle, et tu vas leur faire noter après sur une feuille de papier
à quels endroits ils ont mieux entendu, pas entendu, ou beaucoup moins, etc. Et tu vas avoir une espèce de courbe. Là j'ai entendu, pas entendu, etc. Et ça correspond vraiment à l'alignement. Après, ce sont des hypothèses qui se vérifient petit à petit, qui se valident. Il a quand même eu pas mal de publications dans des journaux à grand tirage. Et ouais, on se rend compte que Stonehenge a des petites particularités musicales. En 2014, on a les scientifiques du Royal College de Londres qui se sont rendus compte en fait que Stonehenge pouvait être un immense instrument de musique aussi. C'est-à-dire qu'ils ont été sélectionnés des pierres lors de la construction, bon, qui ne s'est pas fait en une fois. Hein, on voit, on constate qu'il y a eu différentes étapes de construction par le passé, mais ils se sont rendus compte qu'ils avaient utilisé des pierres comme la rhyolite, les pierres bleues connues, qu'ils ont été expressément les chercher à 300 km, 240 ou 300 km du site où est Stonehenge, et que lorsqu'on les frappe, en fait, ça fait un son de cloche, ça crée une note. Quand on prend le principe d'illusion sonore sur lequel une hypothèse a pu être créée à Stonehenge, on a utilisé des pierres qui ont des particularités. Lorsqu'on les tape, c'est un son de cloche. On est un petit peu en droit de se dire que Stonehenge pouvait être aussi soit un immense instrument de musique lors de rituels qui pouvaient être joués, ou alors un simple centre de soins lié à la thérapie de la musique. En plus, tu prends le principe astronomique, qui est connu depuis les années... je crois que le premier à s'être posé la question, ça doit être 1740, qui a découvert que Stonehenge était en fait en corrélation avec les astres autour. William Stuckel, je crois, quelque chose comme ça, qui a découvert que Stonehenge était aligné par rapport au phénomène des mouvements des astres, plus la géométrie sacrée qu'il y est, il y a quand même un besoin une création architecturale qui est incroyable. Arriver à relier tous ces éléments, c'est quand même assez dingue. Mais je pense que les anciens avaient des dons que l'on n'a plus. Ah, il y a un savoir qui s'est perdu, oui, totalement. Il y a un savoir qui a été transmis. Et je pense que ce savoir, il a été transmis parce que l'utilisation de pierres musicales, le Sahara et puis Stonehenge, c'est pas les seuls lieux. On le retrouve aussi au Pérou. Tu prends par exemple, il y a un musée des pierres sacrées, des pierres sacrées à Huaro, où ils utilisent, on voit des pierres destinées à des rituels. Lorsqu'on les frappe, ça fait un son de cloche. Et de l'autre côté, tu as MP en Inde, qui est un des lieux les plus sacrés d'Inde, où tu as le temple Vitala, qui est absolument incroyable et fantastique dans sa conception. Où tu as à peu près 56 piliers qui font 3,6 m de haut. Je crois que le diamètre maximum, ça doit être un 4, 1 mètre, 1 mètre, 1,5 mètre de diamètre, qui sont taillés dans la masse. Et dans cette taille, tu as jusqu'à 7 colonnes qui vont, lorsque tu les frappes à la main, créer des sons. Et chaque pilier a un instrument, recrée le son d'un instrument de musique différent. Donc tu peux avoir des percussions, tu peux avoir un son de gong, un son de cloche, c'est assez incroyable. C'est passionnant. Et après, il y a d'autres recherches? Alors d'autres recherches, toujours oui, sur ces musiques, sur ce principe de... dernièrement, j'ai eu la chance de voir une conférence de Howard Crowhurst et de Quentin Leplat, qui sont des personnes qui s'intéressent vraiment à la métrologie dans les bâtiments des bâtisseurs. Et il y a des choses qui m'ont un petit peu frappé, c'est... Bon, alors après, ce ne sont que des hypothèses, bien entendu. C'est malheureux qu'on ne puisse pas dire c'est ça actuellement. C'est quand même, malgré tous les éléments qu'on a, c'est vrai qu'on prend toujours un petit peu ses distances sur ce genre de choses. Mais quand on se rend compte qu'il y a énormément d'étalons métriques, enfin pas métriques, mais d'étalons de mesures dans ces bâtiments, on a l'impression que c'est des centres
des centres où les différents peuples se rejoignaient et que c'était des codes un petit peu. Et ces bâtiments, et j'ai posé la question, je lui ai posé la question s'il avait ressenti, vu dans ses calculs, dans ses mesures précises, etc., des espèces de séquences qui ressortaient. De se dire, bah voilà, ils ont l'habitude de partir sur des modulos, des carrés. Donc, on a par exemple un carré, c'est un titre d'exemple, je ne me souviens plus exactement, où on a un carré où tu as les mesures qui sont encoudées sur le côté et la transversale, bah c'est par exemple un autre étalon. Mais c'est des valeurs justes. Et je lui avais demandé s'il avait vu des séquences ou aperçu des séquences dedans qui pourraient faire penser à une forme de langage. Le principe d'utiliser toutes les valeurs métriques disponibles à l'époque. Et il a été, je pense qu'il a vu sa réaction, il a parlé de ressemblance un petit peu avec des codes barres ou des choses comme ça. C'est vrai, quand on regarde vu d'en haut des sites comme Karnak ou des choses comme ça, on a le sentiment au niveau des valeurs des géométries, des formes qui apparaissent, que ça donne l'impression d'être comme un code binaire ou hexadécimal, des séquences qui reviennent régulièrement. C'est vrai que je me plais un petit peu à me dire, parce que c'est peut-être un petit peu mon imagination qui me donne envie de ça, mais que si ces anciens intégraient autant d'éléments dedans, que ce soit la géométrie sacrée, que ce soit l'astronomie ou autre, et en plus de ça, on se rend compte petit à petit qu'ils y intégraient dans cette architecture la musique, les fréquences. On est en train, un petit peu en droit de se dire, d'imaginer, est-ce qu'il n'y avait pas un message à faire passer important et que, étant donné qu'on sait que les mathématiques, par exemple, c'est une valeur, c'est un langage universel qui se transmettra avec les âges. Quoi qu'il arrive, qu'on soit dans le passé ou dans le futur, 1 plus 1, ça fait 2, de toute façon. On est en droit de se demander s'ils n'ont pas essayé de transmettre un message et afin de faire comprendre un maximum de civilisations possibles qui auraient pu avoir des mœurs différentes, de passer par toutes les formes de langage mathématique qui existent. Parce que les fréquences, c'est un langage mathématique. La géométrie sacrée, c'est un langage mathématique. Calculer l'astronomie peut être un langage mathématique, le positionnement des étoiles, etc. Et ce serait incroyable de se dire un jour, de pouvoir trouver un jour, de dire, voilà, on a réussi à décoder un même langage, un même message, que ce soit au travers de cette géométrie sacrée, de ces fréquences sonores qui ont été utilisées, et de la disposition géographique et des valeurs astronomiques qui y sont assez bonnes. Moi, je pense que ils n'étaient pas dans une optique de transmission pour que les générations futures chopent ce message. Parce que tu sais que quand tu es dans une civilisation, tu ne penses pas forcément à ce que nous pensons à la civilisation dans 1000 ans. Je ne suis pas bien sûr, vu tout ce qui se passe sur Terre actuellement. Je pense que c'était quelque chose de commun qui servait, quelque chose avec lesquels ils avaient l'habitude de côtoyer, et auxquels nous, on n'a plus l'habitude de côtoyer. Donc c'était pour eux une évidence, c'était pour eux quelque chose de quotidien. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'éléments un petit peu partout dans le monde qui sont similaires et que nous, on a complètement perdu et on essaye de chercher qu'est-ce que c'était sans arriver à le trouver, quoi. Oui, ça peut tout à fait être une simple harmonie parfaite entre les mathématiques et la nature. Que le bâtiment en question qui va être créé puisse rassembler tous les éléments qu'on puisse trouver dans la nature afin qu'elle ne fasse plus qu'un, que ce bâtiment ne fasse plus qu'un avec elle, là où il repose. C'est pas bête parce que la preuve, c'est qu'ils tiennent bien debout, hein, ces bâtiments. Ah, ça, il n'y a pas photo. On a subi des séismes pourtant. Oui, pourtant, il y en a eu des séismes, il y a eu des guerres, même s'il n'y a pas des bombes qui ont été dessus, bien sûr, mais il y a eu des séismes, il y a eu beaucoup de ravages. Et ces bâtiments, en général, tiennent, même si Stonehenge a dû être reconstruit, mais ça, c'était pour d'autres raisons. À partir de 1901, ils ont entamé des reconstructions et bon, c'est dommage parce que les pierres utilisées ont perdu leur nature première. S'ils tentaient que ce soit réellement un principe de sonore,
On n'en retrouvera jamais le son qu'il y avait à l'époque, puisqu'il y a des parties manquantes qui ont été stabilisées avec des bétons, même les fondations, etc. C'est vrai que Stone Age a été complètement dénaturé. Il est debout, certes, on le voit. On peut imaginer qu'il était comme ça à l'époque, mais on a un petit peu perdu le point originel, l'apparence originelle. Tout à fait ça, tout à fait ça. Eh bien, écoute, c'était une émission fantastiquement intéressante. Moi, je me suis régalé. J'ai appris des choses fantastiques. C'est vraiment une communauté là, de musicologues là, qui fait des recherches à fond. Là. C'est un plaisir pour moi de vous mettre en relation. Et il faut vraiment que vous fassiez un truc tous les trois. Quoi. Toi, Émeric et, et Renaud, Ullmann, parce que vous êtes vraiment trois passionnés. Et j'espère qu'il y aura le quatrième et le cinquième qui, grâce à ces émissions, vont arriver. Et je pense qu'il y a quelque chose que vous devez faire ensemble. Je ne sais pas pourquoi, je le sens comme ça, moi. Ah bah, plus il y a d'idées qui sont rassemblées, plus il y a d'hypothèses qui peuvent être vérifiées, de travaux qui peuvent être faits. C'est dommage qu'on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de scientifiques qui ne travaillent pas mal dans la main. Oui, oh, bah oui, bah, ça c'est bien dommage. Parce que, en fait, j'ai l'impression que si je regarde Émeric, la première émission que j'ai faite avec lui, bon, qui était très courte pour présenter ses codes sonores, la deuxième qui était beaucoup plus longue, ensuite Renaud, ensuite toi, il y a quelque chose de sûr et certain, c'est que la musique est liée à nous, à notre ADN, à notre santé et à notre évolution. C'est quelqu'un qui regarde les 4 émissions à la suite, là, je pense que ça deviendra comme une évidence complète. Là, je ne peux pas te cacher que je pars de plus en plus dans cette optique-là, à me dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est lié aux fréquences. Et même le monde scientifique aujourd'hui se tourne sur ces vibrations. Quand on regarde les avancées sur le quantique, la mécanique quantique, etc., c'est quand même assez affolant. C'est quand même dingue de se dire que en 2017, la médecine quantique commence petit à petit à poindre le bout de son nez, et en utilisant ce que les anciens faisaient depuis la nuit des temps. On peut dire qu'aujourd'hui, le meilleur docteur quantique en France, c'est Émeric Blanc, quoi, avec ses codes sonores, parce qu'il est bien en avance par rapport aux machines qui, elles, coûtent 30, 40 000, 50 000 euros, que les généralistes doivent payer, rembourser, s'endetter et rembourser pour que ne pas savoir les maîtriser, quoi. Après, si on y rajoute un petit peu tu vois, de la vraie médecine chinoise avec les énergies, le savoir des Indiens sur les chakras, y rajouter à tout ça les bols tibétains, je pense que ils en savaient bien plus que nous. Ça devient une évidence à chaque jour qui passe, quoi. Ah oui, puis ça a été perdu depuis longtemps, depuis très longtemps, ou alors conservé par des érudits, comme on m'expliquait. Et quand on voit toutes ces analogies, ces points dans le monde, c'est un titre d'exemple bête. Tu prends par exemple, bon, c'est sujet à controverse, mais on prend par exemple le bol de la Fuente Magna. Je ne sais pas si ça te parle. Pas du tout. Pas du tout. Okay. Bah, le bol de la Fuente Magna, il est visible au musée des métaux à La Paz, en Bolivie. Il a été découvert par un mineur au début du XXe siècle, l'Altiplano, etc., donc toute la zone du Pérou. Et en fait, l'extérieur de ce bol a des références, des sculptures zoomorphiques. C'est un bol qui est à peu près comme ça. Donc l'extérieur a des références zoomorphiques typiques péruviennes, enfin pré-Inca, etc., donc Tiwanaku, Pumapunku, etc. Mais l'intérieur est entièrement gravé en écriture cunéiforme. Ah. Et l'écriture cunéiforme, c'est quand même l'apanage, c'est quand même ce qui a fait de la Mésopotamie, des cultures proto-sumériennes, etc., qu'on en connaît aujourd'hui, de toute façon. Et on est sûr que ce bol ne vient pas de là-bas. Alors, il y a énormément de controverses. Après, le problème, c'est que quand on n'est pas intervenant direct de ce genre de découverte et d'analyse, on ne peut se fier qu'à ceux qui les ont fait. Ouais, c'est sûr. C'est certain. Mais ouais, c'est passionnant. Je m'étais jamais, je connaissais pas. Je ferai des recherches sur ton bol là. Très intéressant. Et c'est bien comme ça, toi, d'être. Ça fait du bien d'avoir de la fraîcheur, des jeunes comme toi. C'est bravo, franchement, bravo. C'est une belle découverte.
Merci beaucoup. Hein. Eh bien, écoute, Audric, tu reviens sur Face à Face quand tu veux. Tu m'appelles, tu as mes coordonnées, ce sera avec grand plaisir. Et puis, voyez ce que vous pouvez faire ensemble avec Émeric et Renaud. Ah oui, ça, je pense que si on se rencontre, à mon avis, les idées vont partir dans tous les sens. C'est sûr, c'est sûr. C'est même certain. À mon avis, ça va fuser. Ouais. Hein. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup d'être passé. Merci à toi. Je te dis, continue comme ça. Et puis, à très bientôt, Audric. À très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir à tous.